Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Lundi 26 février 2024, au Parlement, le projet de loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme a été examiné. Des précisions dans cette édition. L'ODEM a entamé ce mardi des discussions pour la relecture du code de déontologie de la presse béninoise. C'est à travers un projet Mediabé financé par l'Union européenne. La 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce a démarré hier lundi à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le Bénin y est représenté par la ministre Shadia Assouma. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Le parti Union progressiste Le Renouveau a déposé une proposition de loi visant à corriger certaines dispositions du code électoral portant sur le calendrier et le parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. Au micro de Kanté Amoussou et Kolomoussou, des citoyens de Cotonou donnent leur avis sur la proposition de loi. Suivons ensemble. Si ce n'était pas la Cour qui a fait injonction suite à la requête d'un citoyen, je pense que le code qu'on avait n'avait pas de trop grands problèmes. Si on voit qu'ils ont dit que bon, normalement, c'est les députés, on doit faire les élections législatives avant de faire les élections, comment dirais-je, présidentielles. Normalement, c'est les nouveaux députés qui vont parrainer le président. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont là, ils sont partants. Et ils ne sont pas sûrs de encore revenir. Donc eux là, ils peuvent dire, bon, comme moi je suis partant, il peut comment dirais-je, parrainer n'importe qui, faire du désordre. Parce qu'ils ne sont pas là pour travailler avec le Pierre. Vous voyez? Cette proposition-là, est-ce qu'elle est juridique? Quand est-ce que ceux-ci, ceux dont parle, vont parrainer? C'est-à-dire, quand il y a déjà un ancien maire qui est encore là et qu'on n'a pas encore installé le nouveau maire, est-ce que c'est le nouveau maire qui va installer? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on me dise que c'est le nouveau maire qui n'est pas encore installé qui va parrainer. Mais c'est un désordre. Ils n'ont qu'à nous laisser avec cette affaire de révision. Laisser le code électoral comme il est. Laisser notre constitution comme elle est. Nous irons aux élections avec ce code de 2019 là. Au moment opportun, la Cour constitutionnelle est là. L'arbitre national est là pour siffler. Ce sont les députés là qui vont parrainer. Un point trait, c'est tout, non? Qu'est-ce qui les dérange? Aujourd'hui, il s'agit principalement de deux problèmes. La légitimité et la légalité de ces députés ou maires et maires qui devront parrainer les candidatures des présidentielles de 2026. Nous sommes des avertis. Le peuple est suffisamment averti. Je dis à l'Union progressiste de ne pas tromper le peuple avec le vocabulaire qui tienne. Vous savez, la loi n'est pas rétroactive.
au moment où on adoptait la révision de 2019 et pour lesquels on a essayé de réviser le code électoral pour prendre en compte les dispositions constitutionnelles, il y avait que on constate à l'implémentation le décalage de ce que le mandat des anciens députés élus en 2023 prendrait fin avant la non-installation des nouveaux députés de 2026. Et là, le problème de légitimité se pose. En termes de légalité, on ne peut pas accepter qu'une partie des députés de 2023 qui se seraient réélus parrainent au moment où certains ne sont pas réélus ou au moment où d'autres sont carrément élus. Donc, l'Union progressiste, le renouveau a essayé de proposer un décalage en matière de dépôt. Ils ont demandé quand même qu'il y ait un ramais de 15 jours. Cela permettra aux uns et aux autres, à ceux qui seront élus, et maires et députés, d'être légaux et légitimes pour pouvoir lancer les dépôts de candidature. Je l'annonçais en titre, ce lundi 26 février, les députés de l'Assemblée nationale ont abordé l'un des points phares inscrits à l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'institution pour le compte de l'année 2024. Il est question du point relatif au projet de loi portant modification de la loi portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme. Après examen en plénière des premiers articles de ce projet de loi, le rapport de la commission des lois présidée par le député Arden Aladati indique que le Bénin aspire à la professionnalisation de la CBDH, ce avec désormais 7 membres au lieu de 11, avec la perte du siège du représentant des hommes des médias. Il faut préciser que lors de la session extraordinaire du 26 février, les députés ont seulement adopté les chapitres 1 et 2 du dit projet de loi. Quant au troisième chapitre relatif à la composition au mandat et à l'organisation de la CBDH, il n'a pu être adopté parce que la question du genre a été soulevée par la députée Rosine Daniro. Elle a souhaité qu'une disposition soit inscrite dans la loi à voter pour fixer un quota de la représentativité des femmes au sein de la CBDH, ce qui a entraîné un débat sans fin. Et le président de la séance, Barthélémy Cassa, a dû suspendre cette séance qui devrait reprendre ce mardi 7 février. Il faut rappeler que la CBDH est une institution nationale indépendante en charge de promouvoir et protéger les droits humains. Autre information dans cette édition, l'ODEM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, a démarré ce mardi 27 février un atelier de réflexion avec les professionnels des médias pour une action de plaidoyer en vue du toilettage du code de déontologie de la presse au Bénin à travers le projet Mobilisation Éducation, Dialogue et information au Bénin, Média B, financé par l'Union européenne. L'atelier va permettre aux organisateurs d'échanger, d'écouter, de recueillir les avis, propositions et points de vue des journalistes pour une synthèse. Et c'est l'Institut pontifical Jean-Paul de Cotonou qui abrite cet atelier. L'Organisation mondiale du commerce tient sa 13e conférence ministérielle CM13 du 26 au 29 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. À l'occasion, les ministres du monde de ce secteur y prennent part pour examiner le fonctionnement du système commercial multilatéral et pour prendre des mesures pour les travaux futurs de l'OMC. Il faut préciser que cette conférence est présidée par Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, ministre d'État du commerce extérieur des Émirats arabes unis. Et le Bénin y est représenté par Shadia Alimatou Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. Les membres du groupement d'intérêt économique et de l'Université nationale d'agriculture ont célébré la fin de la 8e édition et par la même occasion le début de la 9e édition de leur tontine annuelle. C'était à l'hôtel Alafia de Kétou le dimanche 25 février dernier. Pour plus de précisions, suivons ensemble ce reportage signé Francis Fahmi.
Se réunir dans un cadre non professionnel et festif, c'est la demande à laquelle satisfait le rassemblement des membres du groupement d'intérêt économique de l'Université nationale d'agriculture ce jour. L'objectif de cette fête, c'est de se retrouver dans un endroit inhabituel pour se recréer, oublier les soucis et le stress du boulot. C'est pour ça que nous avons décidé de se retrouver ici. Pour les années à venir, nous rêvons grand. Un an, c'est une grâce. Nous avons commencé l'année avec certains collègues qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Donc si Dieu nous a donné la chance de se retrouver ici aujourd'hui, on doit tout d'abord le remercier et rendre grâce. L'objectif principal de ce rassemblement d'agents de l'Université nationale d'agriculture est de lancer la 9e édition de leur tontine annuelle. Donc ça fait la 9e année où nous nous appelons de vive voix et de tous nos souhaits à cotiser ensemble pour quelque chose, pour également des réalisations. Ce qui fait la particularité du groupe, c'est le rigueur que nous mettons dans tout. Des partages de repas divers et autres activités ont meublé cette journée. C'était l'occasion de plusieurs discussions et débats. Je nous exhorte vraiment à envoyer nos livres à temps. Je reviens encore là-dessus parce que c'est pas facile. Moi, déjà à partir de la date 23, je commence pas à m'énerver façon là parce que je ne vois pas l'argent rentrer. Et je m'énerve après, je me dis pourquoi je m'énerve en question. Attends jusqu'au 24 à 23h59 là pour voir. Ce matin aussi je l'ai fait. Et c'est une demande de l'Est. Je le fais chaque fois. Mais vous n'êtes pas forcément pour participer à ça. Donc, ceux qui sont en train s'ils peuvent aussi demander, si à la limite, peut demander ça et une prière pour nous, pour que la suite de l'année, nous puissions nous retrouver encore comme ça serait. Les personnalités conviées à cette célébration n'ont pas manqué d'apprécier l'intérêt de ce rassemblement. Je vous félicite beaucoup parce que moi j'ai fait beaucoup d'expériences, surtout les mutuelles. J'ai fait beaucoup d'expériences depuis un moment. Et ce que j'ai toujours gardé dans cette histoire, vous l'avez dit chez Serach, c'est-à-dire on peut venir en aide. Oui, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai participé à une tontine quand je voulais acheter ma première parcelle dans ma vie. J'ai une tontine. Dans un tel groupe, on devrait même avoir des membres permanents. C'est-à-dire qu'on est dedans en permanence, d'accord? Et chaque année, peut-être qu'il peut y avoir de nouveaux adhérents. Et donc, ça doit aller croissant. Et non décroissant ou en dents de scie. L'objectif de ce groupement est de créer un creuset favorisant le développement économique des agents de l'Université nationale d'agriculture. Parlons culture à présent. À l'occasion de la présentation de son premier mini-album, l'artiste Yohan Zen a levé un coin de voile sur son parcours. Pour plus de précision, on l'écoute au micro de Carles Kitome. Oui, congolais à l'origine, je suis d'origine congolaise. Et mes influences ne viennent pas que du Congo. C'est vrai que la rumba, on l'a dans le sang. On n'a pas forcément appris de la rumba, hein. Même à la chorale on joue de la rumba, donc c'est inné. Mais je dirais béninois dans le cœur aussi quand même, parce que je peux chanter aussi enfant. D'abord à la base, moi je suis un batteur. Et voilà, j'ai fait la chorale, ténor, en train de jouer et en train de chanter. Mais après, bon, j'étais tellement trop focus sur la batterie, parce que j'ai quand même fait des scènes avec des grands artistes, ici ou ailleurs. Et ben moi, je me disais que voilà, je pouvais quand même composer aussi, parce que j'ai ce truc, je peux créer de la mélodie, je peux créer voilà, des sonorités. Je suis allé dans la composition. D'abord, auparavant, on faisait du rap, mais ça, c'est au lycée. Donc là, je suis allé sur la composition, j'ai écrit des textes, et on a travaillé au studio. C'est ce qui a donné ce EP qui est là, Résilience. Donc il faut vraiment dissocier Yohan, batteur, et celui de Yohan, artiste, chanteur. C'est totalement différent. C'est deux casquettes différentes. Mais je peux toutefois aussi
performer en tant que batteur et musicien, chanteur sur scène. C'est possible, je le fais déjà aussi. On ne peut pas être en train de faire la musique ou tous les domaines de l'art et ne pas en tirer profit, c'est faux. La musique aujourd'hui a changé la donne. Hier, on était amateur, on était débutant, on était dans le faux, mais aujourd'hui, tout se professionnalise. Le projet, il est sur toutes les plateformes, naturellement, on gagne quelque chose là-dessus. Et Africa Play également va le distribuer. Là, les gens auront la possibilité de payer. Et donc, oui, on gagne de la musique en mettant en ligne. Ça dépend des stratégies après. Écoutez le projet, écoutez le projet. Et vous allez encore mieux me découvrir, pour ceux qui ne me connaissent pas, Yohan Zen. J'ai chanté avec tout mon cœur et voilà. Au détour de cet entretien, l'artiste Yohan Zen a présenté ses projets au micro de Carles Kitome toujours. C'était lors d'un entretien accordé à EZAE TV. L'afro-pop, love, R&B, voilà, parce que ce sont mes influences. Qui dit afro-pop dit sonorité africaine. La rumba, le beat, la guitare, elle est rythmique, mais quand on met un beat de rap dessus, ça change la donne. Voilà, donc on est allé sur... c'est en tout cas une musique de recherche, il y a de tout dans ce projet Résilience. Oui, mais déjà que je suis énormément sollicité. Peut-être pas en tant que Yohan Zen, mais en tant que Yohan Zen des cabarets. Parce que les cabarets, j'en fais chaque week-end ici. Et oui, on me sollicite. On espère que ça changera énormément de choses. Et mon souhait, c'est de vraiment s'extérioriser. Je veux aller sur des trucs vraiment authentiques. Imaginez-vous une bonne guitare, rumba, et de la voix de le papa, l'homme orchestre. Qu'est-ce que ça beau, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc je veux quand même apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que la musique béninoise, moi je l'adore, je l'aime, je l'écoute tous les jours. Et c'est ça mon projet en fait, pouvoir mettre une guitare rythmique, chanter. Moi je fais le lingala et le vieux père il fait le fond, ça sera extraordinaire. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux, il y a plein d'autres artistes avec qui on s'entend déjà bien ici. Elle est belle comme la lumière du soleil, à chaque instant je m'inspire de son regard, son sourire illumine mon réveil, et désormais je me vois dans son regard. La première fois que je l'ai rencontrée, tout a changé, je ne sais comment le cacher. Son innocence m'éblouit chaque jour. Elle est ma vie et je l'aimerai pour toujours. Trouve le bonheur, tu le mérites. Ton fardeau, je le porte. Le Bénin compte envoyer 2000 soldats à Haïti. C'est dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. L'information a été portée par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, le lundi 26 février 2024. C'était pendant la 46e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Il faut noter que le Kenya, en tête de la mission, a déjà mis à disposition 1000 soldats. Et pour rappel, Haïti est en proie à des violences causées par bandes armées, une situation qui provoque un exode massif de la population vers d'autres pays. La moitié des habitants, dont près de 3 millions d'enfants, a besoin d'une aide humanitaire selon les Nations Unies. Spiritualité dans cette édition, le Fa et l'islam sont identiques de par leur signe, selon Maître Kwasi Sylvain. Il s'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le lien aussi avec le Fa de la Kabbale, c'est normal qu'on fait une causerie sur le Fa et l'islam. J'ai quand même dit qu'ils soient mes frères musulmans qui m'écoutent cette émission. On ne fait pas cette mission pour critiquer l'islam, qui est une très belle religion. Je veux les amener tous à aller vers l'origine de l'islam, vers l'origine de la religion musulmane. D'accord? C'est comme pas d'islam, c'est différent de la religion musulmane. La religion musulmane est la religion de Mohamed. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de l'islam, la source de l'islam, qui est la tradition ésotérique d'Abraham. Nous tous, nous savons qu'Abraham est le père des 3 religions. La religion judaïsme, la religion chrétienne, l'islam. Abraham a 2 fils.
deux fils. Son premier fils est né de sa première femme, Sarah, qui est Isaac, qui est le père de la religion judaïsme. Son second fils est né de Agar, sa servante, qui est Ismaël. C'est Ismaël est le père de la religion qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Ça, c'est donc on parlera de l'islam, d'Ismaël et sa tradition ésotérique. Donc la tradition ésotérique de son père Abraham. Abraham n'est pas juif. Il ne connaît pas le peuple juif. La tradition biblique nous enseigne tous qu'Abraham vient de la Mésopotamie, de la Sumérie. Donc, c'est les dieux de la Sumérie, qui sont ces dieux de ses ancêtres. Donc, les dieux des ancêtres d'Abraham sont le dieu aussi de l'islam, de trois religions abrahamiques. Qui est ce dieu? On voit le dieu A, l'ancien ancêtre de tous les dieux. J'aime bien faire les anagrammes, les jeux de mots. Quand je reviens au Coran, le corps, qui est l'instrument qui annonce la musique, qui annonce les bonnes nouvelles, le corps, tout le monde connaît, on a le mot 1. Donc, le corps qui annonce la révélation, la sagesse du Dieu 1, l'ancêtre du Dieu 1, qui est le Dieu d'Abraham et ses deux enfants, à l'origine. Et le Dieu 1, sans rentrer trop dans les dissertations, c'est un peu trop long, on peut faire toute notre vie de parler du Dieu 1. Le Dieu 1 est symbolisé par l'étoile à 8 branches, simplement. D'accord? Et l'étoile à 8 branches, on constate que toutes les traditions du monde ésotérique, acadien, sumérien, hébraïque, africain, la tradition africaine, toutes ces traditions ont mis Dieu est symbolisé par le Dieu 1. Et Dieu en tant qu'étoile à 8 branches. Donc quand nous nommons Dieu, c'est l'étoile à 8 branches que tous les peuples du monde, toutes les traditions du monde nomment Dieu. C'est facile pour moi, c'est aisé pour moi de faire le lien entre l'islam et le phare, qui est l'étoile à 8 branches. C'est le seul qui a dit, issu du génie solaire, l'étoile à 8 branches. On le voit. Mais quand on prend le bâton de l'ébat, on voit toujours l'étoile à 8 branches qui est là, qui est présent. Et ça, c'est des fois, ce sont des étoiles à 8 branches que nous nommons en Égypte antique les Anunnaki. Donc quand on parle du tribunal de Anunnaki, on parle du tribunal des signes de phare de la constellation qu'on appelle la constellation qu'on appelle le Léba. D'accord. Donc je pense que j'ai situé un peu le débat déjà. Donc le Dieu 1, les 3 branches se retrouvent dans l'islam. On parle des 8 trônes, des 8 anges qui portent le trône d'Allah. Au Sénégal, le collectif Arsounou Élections, qui milite contre le report de la présidentielle, a appelé à une journée ville morte dans tout le pays et à une grève générale ce 27 février. En effet, la société civile veut maintenir une pression pour réclamer le départ du président Macky Sall le 2 avril prochain, au plus tard date de la fin de son mandat. Certains citoyens disent ne pas être au courant du mot d'ordre de la ville morte, et selon beaucoup d'entre eux, il est difficile quand on travaille au jour le jour de s'arrêter une journée entière et ils ont décidé de ne pas suivre cette consigne. En revanche, plusieurs syndicats d'enseignants membres de la plateforme Arsounou Élections font bien la grève. Des élèves ne sont pas allés en cours dans certains lycées de la ville. Il faut noter que le dialogue organisé par Macky Sall se poursuit ce mardi en parallèle pour le choix d'une nouvelle date d'élection en l'absence de nombreuses organisations et candidats validés pour l'élection du 25 février. Et les conclusions sont attendues pour ce mardi soir. Le président Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire devant le Parlement une déclaration relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine le 16 février, suivi d'un débat de vote. L'Élysée l'a indiqué ce mardi dans un communiqué et cette annonce intervient quelques heures après une polémique suscitée par les déclarations de Macron, n'excluant pas l'hypothèse d'un envoi de troupes occidentales en Ukraine. Il faut rappeler qu'hier soir, au terme d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine à Paris, le chef de l'État a déclaré qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol.
Sport à présent, dans le cadre des préparatifs des Jeux africains Accra 2023, les Guépards U20 ont livré 3 matchs amicaux sans victoire. Ils ont enregistré 2 nuls, une défaite, quand 4 buts marqués et 5 encaissés. À quelques jours du début de la compétition, que retenir de la prestation des Guépards U20? Interrogés sur la question, quelques journalistes sportifs béninois ont livré leurs impressions et ont fait des projections sur une sortie des Guépards juniors. Suivons-les au micro de Colomba Oussou. Le premier match, c'était face à un adversaire, l'équipe d'Adjia qui prépare la Ligue Pro Suite et où le score a pris fin sur un nul. Ce qui a peut-être étonné beaucoup de personnes, c'est la défaite face au U18 scolaire. Même pour moi, il n'y a pas forcément à trop critiquer cette défaite. Cette défaite va forcément permettre à Mathias Deguenon de savoir sur quel aspect il faut travailler avec l'équipe pour que l'équipe puisse faire une très très belle prestation du côté du Ghana. Ils ont eu à faire 2 semaines de préparation, mais en face jouer contre leurs collègues du Bénin, ne pas afficher, ne pas enregistrer de victoire. Je crois qu'il reste encore du travail à faire au niveau de Mathias Deguenon et ses poulains. Les Guépards ont déjà marqué 4 buts, ce qui est très rare puisque nous avons souvent au Bénin un problème d'attaquants voraces devant les buts, qui marquent, qui concrétisent les occasions. C'est une prestation qui n'augure pas encore une confiance. Le Bénin aurait mieux fait s'il y avait les moyens de demander un match amical avec une autre sélection en dehors du Bénin. Parce qu'au Bénin, on sait que le niveau est le même, donc ils ont du mal à s'imposer. Donc si l'équipe avait demandé un match amical avec une autre sélection, je crois que ça serait une très bonne préparation. Là, je crois que la préparation, il reste encore beaucoup de choses à faire pour Mathias Deguenon et ses poulains. Et moi, je pense qu'en multipliant ces matchs amicaux, cela n'arrange pas vraiment les joueurs de Mathias Deguenon, parce que ce n'est pas dans les derniers instants ou à quelques jours du début de la compétition qu'on va se chiner à multiplier les rencontres amicales pour maintenant, les rencontres de préparation plutôt, pour maintenant jauger le niveau de son équipe. Non, et ce n'est pas également à l'approche de chaque compétition qu'il faut procéder à la convocation de nouveaux joueurs ou renouveler son effectif. Cela ne nous amènera nulle part. Mais une chose est sûre, quand vous voyez cette équipe, c'est une équipe, c'est un effectif, je vais dire, vraiment modelé pour pouvoir aller défendre valablement le drapeau national du côté du Ghana. Le Bénin joue le match inaugural face au Ghana. Quel visage ils vont afficher face aux Ghanéens, face aux Congolais, face aux Gambiens? Dans cette compétition à venir, il n'y a rien à espérer. Déjà, je ne crois pas que les CU20 du Bénin se sont préparés dans les mêmes conditions que les autres équipes comme le Ghana, le Nigeria et autres. Ce sont des équipes dont la préparation s'est faite dans de très bonnes conditions, contrairement aux nôtres. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose à espérer, mais le football, le ballon est rond pour toutes les équipes. Donc le Bénin peut encore une nouvelle fois créer la surprise. Il faut que le Bénin entame très bien ces rencontres, affiche un très bon visage face aux pays organisateurs. Je crois que le Bénin va jouer très gros, donc le Bénin doit tout faire pour battre les Ghanéens, faire une belle entrée en compétition. Il n'y a pas d'excuses, il ne faut pas revenir au pays dire que c'est parce qu'on était confronté à telle situation. Non, il faut avoir la psychologie au point, il faut avoir la mentalité au point, il faut se fixer les objectifs et savoir qu'on est dans une compétition et l'objectif c'est de gagner, de revenir au pays avec de très bons résultats. Une compétition demeure une compétition parce que les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. Et au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait une constance en matière de prestations et de la qualité des joueurs. Les journées FIFA de mars 2024 s'annoncent avec plusieurs affiches pour la double confrontation. Les Guépards du Bénin face aux champions d'Afrique 2021 et 2023. Kernotro sera face aux hommes des médias en conférence de presse le 6 mars prochain. Au cours de cette conférence, le technicien franco-allemand va dévoiler la liste des joueurs retenus pour cette rencontre et il va expliquer ses choix. Les Guépards du Bénin vont affronter le Sénégal
et la Côte d'Ivoire à cet effet. Dernière information sportive pour boucler cette édition, plus de présidents de clubs à la tête de la commission des arbitres. Le président de la Fédération béninoise de foot, Mathurin de Chacus, a remanié la commission des arbitres et Gilles Toupé devient son président succédant à Francis Koto-Guillon. Bonaventure Kodia, ex-international, est nommé instructeur national des arbitres de foot du Bénin. L'annonce a été faite à travers une note de service en date du 20 février dernier, signée du président de la FBF. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très vite.